Monde numérique. Téléviseur hors du commun, ordinateur insolite, voiture autonome, vraiment autonome, robots humanoïdes et robots compagnons, maison intelligente, lunettes connectées e-santé et bien sûr intelligence artificielle. Le CES de Las Vegas, édition 2026, vient de s'achever. Une édition un peu en demi-teinte, comme si la technologie et l'innovation marquaient le pas. En tout cas, on fait le bilan car l'effervescence était quand même au rendez-vous. L'essentiel de cet épisode de Monde Numérique y est consacré. On va donc retrouver Bruno Guglielminetti comme chaque semaine pour un débrief transat, mais un peu spécial pour une fois. Pas d'océan entre nous. Un numéro spécial enregistré ici à Las Vegas et pour une fois en face à face. Et puis on donnera la parole également à un autre observateur avisé de ce genre d'événement. C'est Julien Villeray d'EDF pour aborder encore d'autres aspects du CES. Voilà, installez-vous tranquillement, que vous soyez à la maison, en voiture, en train de faire du sport, en déplacement, en voyage. C'est parti pour près d'une heure d'émission spéciale. On parle de tech entre passionnés. Bienvenue dans l'hebdo du 10 janvier 2026. Monde numérique, Jérôme Colombin. Cette année encore, Las Vegas a donc vibré au rythme de la technologie, au rythme des startups, au rythme des grands groupes qui ont investi les moindres recoins de cette ville complètement folle qui ne s'améliore pas, je peux vous le dire, à la fois fascinante et énervante, en tout cas fatigante, alors que ce CES laisse un petit goût amer. C'était pas une grande édition, il faut le dire. On va vous expliquer pourquoi dans un instant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques chiffres à rappeler. 4500 exposants quand même, dont 1400 startups, 140 000 visiteurs, près de 7000 journalistes. Là, je pense qu'on a battu un record venant de 150 pays. Voilà donc pour les chiffres. Alors, tout au long de la semaine, à travers différents épisodes, des épisodes quotidiens, j'ai essayé de vous faire vivre ce feuilleton du CES avec pas mal d'interviews. On y parle e-santé, longévité, robots, télé, voitures autonomes. Si vous les avez ratés, il n'est pas trop tard pour écouter ces épisodes et vous plonger dans l'ambiance de l'événement. On jouera aussi les prolongations de la semaine prochaine avec des interviews en version longue que vous pourrez retrouver sur le fil du podcast. À présent, c'est un numéro spécial de l'hebdo que je vous propose. Et pour ça, on casse un peu les codes. On ne va parler que du CES. Avant d'aller plus loin, un mot de Frogans, partenaire de l'hebdo de Monde Numérique. En 2025, je vous ai fait découvrir cette initiative technologique unique au monde, une nouvelle manière de consulter, de publier du contenu en ligne. Frogans fait sortir Internet du cadre avec des sites graphiques simples, très fluides. 2026 sera une année décisive pour Frogans qui s'adresse pour l'instant en priorité aux développeurs. Comment ça marche concrètement ? Alexis Tamas, cofondateur de Frogans. Le fonctionnement de Frogans, du point de vue de l'utilisateur final, c'est une application. Alors sur un téléphone, ça vient d'un store tout à fait traditionnel. Sur un ordinateur, pareil, on télécharge un petit logiciel qui s'appelle Frogans Player, qui est disponible gratuitement, qui ne nécessite pas d'enregistrement de la part des utilisateurs et qui est distribué par l'OP3FT, qui est en charge de la standardisation de Frogans. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur f2r2.fr, f2r2.fr. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Las Vegas, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Las Vegas. Alors on se retrouve ? Oui, après de nombreuses occasions où on s'est croisés sur les différentes zones d'exposition, sur le plateau aussi de François Sorel. Et écoute, moi je vais te lancer la première question, qu'on se lance là-dedans. Le CES 2026, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes premières impressions ou tes dernières impressions? Alors, le CES 2026, j'avoue que je suis un peu déçu.
Moi, j'en garde un sentiment un peu en demi-teinte. J'ai l'impression que c'était un petit CES cette année. Avec ton visage, t'as presque un regard amer. Oui, un peu. Hein. C'est vrai qu'il faut sans doute se détacher de l'idée que le CES, ça va être le grand déballage de produits complètement fous. 2019, qui était la grande année. Là. Ouais. Le millésime. Ah, pour toi, c'était 2019 ? Ouais. Sans doute. J'avoue que j'arrive pas trop à situer, mais probablement. Il y a eu mieux, parce que peu d'objets vraiment waouh, de produits vraiment waouh, peu d'innovations qui te disent, voilà, ça, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, on va aller dans cette nouvelle direction. Là, on était vraiment sur de l'innovation incrémentale, des petites choses par-ci, par-là, beaucoup de choses qu'on connaît déjà. On en avait déjà parlé l'an dernier. Exactement. On le sentait déjà là, donc on a l'impression que les lunettes connectées, les robots, ils sont là, ils marchent pas encore vraiment. Voilà. Alors, on va quand même... allons-y avec la liste. On va quand même essayer de passer en revue tout ça. J'ai une liste longue comme le bras que je t'ai proposée, et que tu as validée. Tu as même rajouté des choses et tout. Donc, on en a pour 2h30, je pense. Ouais, on vous souhaite une bonne journée, une bonne demi-journée. Voilà. Bon, je propose qu'on parle d'abord, qu'on dise un mot de l'incontournable qui sont les téléviseurs. Tu allais faire un tour sur les stands des grands? Oui, Samsung, LG, Hisense, pour ne nommer que ceux-là. Ouais. Et cette année, c'est drôle parce que j'en parlais à la télé, à télé canadienne, c'est quelque chose qui revient. Hein, depuis. D'ailleurs, au départ, quand en 67, ils ont créé le CES, il y avait deux choses. Ah oui, tu remontes loin quand même. Oui, 67. Tu te souviens? Ben, bien sûr, 67, c'est une belle année. On s'était régalé cette année. Et donc, j'avais 3-4 ans. Oui, moi aussi. Mais donc, à l'époque, c'était les récepteurs radio et c'était les téléviseurs. Oui, bien sûr. Et depuis ce temps-là, chaque année a amené son lot. On a beaucoup ri à l'époque quand il y avait plus récemment la télé 3D, qui n'a jamais levé. Ouais. Puis finalement, ils l'ont intégré comme fonctionnalité dans les nouvelles télé 4K. Mais donc, bref, pour revenir à cette année, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit la nouvelle tendance qui sont des écrans à minimalement 100 pouces. Et on voit même des fabricants qui arrivent avec des 130 pouces. Et moi, le problème... Donc 130 pouces, ça fait 3,30 m de diagonale. Je te remercie. C'est grand, hein? Je ne suis pas capable de faire le compte aussi rapidement. Moi, je compte à toute allure, ce genre de choses. Non, pas du tout, je le savais. Le problème, c'est pas une question de budget, parce que ces appareils-là, on arrive à avoir des coûts de prix assez intéressants. Le problème, c'est qu'il faut trouver la superficie pour accrocher ça sur le mur ou le déposer dans une pièce. Et c'est là où j'ai l'impression que les fabricants ne sont plus nécessairement en contact avec la réalité des consommateurs. Parce que quand tu regardes maintenant, ce qui se vend beaucoup au Québec, au Canada, c'est les 75 pouces, les 85 pouces. Ouais. Et quand tu es rendu avec 130 pouces, qui est le modèle de base, là... Ou même 163 pouces chez Hisense, qui est en fait le plus grand du CES 2026, c'est-à-dire 4,17 m de diagonale. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Bruno, parce que, en fait, tout simplement, je pense que c'est pas des produits de consommation courante. C'est pas fait pour des gens comme toi et moi. C'est fait pour des footballeurs, des stars de la chanson, des start-upers qui ont réussi et qui ont des villas à 10 millions de dollars à Miami. Et là, ils n'ont pas de problème de place. Donc voilà, c'est tout. C'est un autre marché. C'est un marché plus petit. En plus, c'est des téléviseurs qui coûtent minimum 100 000 $. Hein, donc, Mais ce qu'on voit de l'autre côté, c'est ça, t'as été victime de la mode. C'est aussi la nouvelle génération, en tout cas l'évolution de la génération des moniteurs qui sont dissimulés, qui font aussi cadre, qui font aussi c'est pas mal, ça. Transparent. Oui. Et le dernier qui est arrivé, c'est Amazon qui présentait cette année justement, c'est un moniteur, une télé, mais qui fait aussi affichage, un peu comme Samsung l'avait fait à l'époque avec The Frame, qui, je pense que tu en as un chez toi. Oui, moi j'en ai un. J'aime bien. Et donc Amazon embarque là-dedans. Alors, quand Amazon embarque dans un truc, normalement, un produit électronique, c'est que c'est assez assuré là, comme succès. Et ça, on est en train de voir ça aussi. Et puis, encore un mot sur les télés. Bruno, il ne faut pas oublier que ça, c'est pour faire le show. Ouais. C'est pour le spectacle. Ouais. Hein, les grands, ceux que tu as cités, là, Samsung, Hisense, LG, etc., on compte sur eux pour nous en mettre plein la vue. Ils ont des stands qui sont absolument magnifiques, incroyables. Année après année, hein, c'est comme le stand que tu veux voir. Voilà, le stand Samsung qui n'était pas sur le CES cette année, qui était à l'extérieur dans un
un hôtel, Oui. avec une espèce de voûte, avec une projection à 360 degrés. Ils ont quasiment refait la sphère dans un hôtel de Las Vegas. Bon voilà, mais ça c'est du spectacle, c'est de la communication. Heureusement que ça existe, mais bien sûr qu'on va pas tous acheter des télés à 130 €, à 130 € aussi. On risque de les acheter tous. Ouais, mais à 230 pouces. Ouais. D'autant plus que plus personne regarde la télé, donc on s'en contrefou en réalité. Oui, mais c'est ce que j'expliquais aux gens hier à la télé, justement. Je disais, la téléviseur, maintenant, sert beaucoup plus qu'à regarder de la télé. Oui. Tu sais, c'est le jeu vidéo. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est la stratégie des constructeurs. Ils voudraient qu'elle serve beaucoup plus. Oui. Ils voudraient que ce soit le hub de la maison et que je te mets de l'intelligence artificielle et que je peux mettre mes recettes de cuisine, discuter, etc. Oui, et à côté de ça, alors moi, je vais pousser mon coup de gueule, je peux, sur les télés, et puis après, on parle d'autre chose. 2 choses. D'abord, 3 choses même. Ils ont été infoutus. Ils nous proposent toujours pas de télé. Enfin, je crois qu'il y en a quelques-unes, mais très peu, avec des webcams pour faire de la visio. Moi, j'ai mon fils qui vit à l'étranger. J'aimerais faire un WhatsApp ou un truc, un Teams, je ne sais quoi, un truc familial, un truc familial, hyper facile, avec le son qui soit bon, etc. Non, il faut que je sorte une tablette, un machin. Premier coup de gueule. Deuxième coup de gueule, un truc de fou. Ça fait 150 ans que la télé existe, au moins. On peut toujours pas brancher tout simplement un casque avec un mini jack directement sur sa télé comme on le fait sur un ordinateur. Ouais. Non, ou alors il faut que tu achètes un boîtier derrière, machin, tout ça. Mais il existe, mais ce sont des petits appareils. Mais, oui, mais enfin, un téléviseur normal qu'on mettrait dans son salon, ça n'existe pas. Non. Et jack ou Bluetooth, tout simplement. Oui. Plus logiquement, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt Bluetooth. Et Bluetooth, ça, par exemple, ça existe. Ouais, moi j'en ai vu. De manière native, mais c'est exceptionnel. Oh oui, c'est très rare. C'est très rare. Ouais. Et tu vois, c'est des fonctionnalités. Alors moi, je veux bien, on te met du RGB mini LED, des trucs de fou. Regardez ça, c'est magnifique. Et chaque pixel est là, rouge, vert, bleu. Une fonctionnalité simple. Mais des fonctionnalités simples. Ouais. Et troisième truc, les interfaces des téléviseurs connectés, c'est devenu une tannée. C'est une horreur. On peut plus regarder la télé de flux facilement. Chez nous, on appelle ça une pizza. C'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. Et tu cherches. Voilà, on est d'accord. Mais de l'autre côté, la bonne note, et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle, c'est que bon nombre de fabricants y ont rajouté l'intelligence artificielle qui maintenant gère le son. Ouais. Parce que ça a toujours été un problème. C'est entre le programme et la pub, vous n'avez pas tellement ça en Europe parce que vous avez un gros bloc de pub, puis après, vous avez les programmes, pour ceux qui suivent la télé traditionnelle. Mais chez nous, ça coupe, hein. Tu as un beau pub, tu as un beau pub, tu as un beau. Et il y a toujours une hausse de niveau. La publicité est toujours plus forte que le programme. Oui. Et là, maintenant, ils ont décidé d'intégrer, pour les Nord-Américains probablement, la possibilité que ce soit l'IA qui analyse le niveau sonore et contrôle ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la même chose aussi au niveau de la... Mais ça ne va pas faire plaisir aux annonceurs et aux régies. Parce que si le son est plus fort, c'est parce que... oui, pour attirer l'attention, on s'entend. Exactement. Mais on s'en fout, comme téléspectateur, de pouvoir avoir un niveau qui est modéré. Là. Ça, c'est la première chose. Aussi, l'IA qui est utilisée pour contrôler la qualité de l'image. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des blancs-blancs, des noirs-noirs, mais qu'il y a un jeu. Évidemment, un cinéaste va dire que c'est affreux comme invention parce que c'est en train de revoir ses choix artistique, mais quand tu es chez toi, puis qu'à un moment donné, tu as des flashs de blanc, puis tu vois plus parce que c'est une scène qui est dans l'ombre, ben là, tu aimerais ça avoir un genre de mitoyen. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Chers amis constructeurs, on est carrément déçus. Vous avez des super écrans avec des super pixels, mais il n'y a pas des choses... Il y a encore des choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une grosse marge de progression. Ouais. Les ordinateurs. On est obligé d'en dire un mot. Oui. Parce que le marché des ordinateurs existe encore. Oui, monsieur. Les gens achètent des ordinateurs. Ouais. Contrairement à ce qu'avait prévu Apple, tout le monde n'est pas passé sur tablette ni sur smartphone, loin de là. Ah, monsieur Tim Cook. Donc, il y a pas mal d'innovations et toi, tu t'y intéressais de près, je crois. Oui, il y a 2 choses, moi, qui m'ont intéressé. C'est de voir que la plupart des fabricants, maintenant, offrent quelque chose d'intéressant dans le mini-PC. Moi, je suis utilisateur de mini-PC et j'étais content de voir l'offre. Et avec des bons processeurs, avec de la mémoire, avec plein de ports pour être capable de brancher des trucs. Donc, c'est des toutes petites boîtes, mais en fait, c'est des PC de bureau. Quoi. Exactement. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Tu rajoutes un clavier, un écran, etc. Alors, tu branches tout ça. Sauf que plutôt que de prendre une moitié de pièce, ça se met sur le bureau. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pour aller encore plus petit, il y a HP qui est arrivé avec, ça me surprenait, mais j'ai fait de la recherche et j'ai rien vu. Il faut remonter jusqu'au Commodore dans les années 80 pour arriver à ça. HP a décidé de ramener ça dans un clavier
Alors, l'ordinateur, c'est ton clavier. Évidemment, il y a le clavier, c'est la chose qu'on voit, mais à l'intérieur, il y a tout le processeur, la mémoire, le stockage, et tu as des branchements extérieurs, mais bon, essentiellement, qu'est-ce qui te reste à brancher? Il y a une souris qui vient avec ce clavier-là. Il te reste à le brancher à l'écran. Ça prend la 4K. Quel intérêt? Donc, tu peux te trimballer plus facilement ton ordi le premier fixe, mais tu es obligé de trouver partout un clavier, un écran surtout. Enfin, pas un clavier, mais un écran, etc. Qui est libre. Mais le premier marché sur lequel ils veulent miser, c'est le marché du travail. Donc, les gens au bureau, plus de filage. L'idée, c'est que tu arrives avec ton écran, ton clavier. Tu as un écran qui est devant toi, parce que de plus en plus, en tout cas en Amérique, c'est ça, il y a des espaces, même au sein des entreprises, qui font très coworking. Tu n'as plus de place dédiée. Alors, tu réserves à telle heure. Et bien, là, maintenant, ton ordinateur, c'est ton clavier. Tu arrives, tu t'installes devant un écran qui est libre. Clouc. Et c'est moins lourd qu'un laptop traditionnel. Ben oui. C'est pas la même forme aussi. C'est encombrant. Tu mets pas ça dans un sac à main. Hein. Enfin, écoute, la taille, large ou c'est un sac à dos. Oui, un gros sac à dos, oui. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. C'est innovant. Donc, c'est HP, ça. Hein? Oui. Puis, on a déjà vu, je veux juste préciser un truc, il y a des gens qui disent ben, ça existe. Oui, il y a eu déjà des claviers qui existaient et qui utilisaient l'info nuagique pour se brancher et tout était disponible dans l'info nuagique, dans le cloud. Mais là, d'avoir tout, stockage, processeur, à même ton clavier, ça, c'est la nouveauté d'HP. Voilà. Lenovo a fait le show, constructeur chinois maintenant. Ouais. Mais ce qui est particulier... Ils ont racheté Las Vegas, c'est ça, hein? Presque. Ouais. Puis Lenovo, c'est drôle parce que ça a été un peu le mal-aimé des fabricants d'ordinateurs et de serveurs. Tu as raison. Le jour où ils ont fait l'acquisition de IBM ordinateur, là, ils étaient comme mal positionnés, je trouve, dans le secteur. Puis là, écoute, cette grosse opération de communication, ils ont loué la Sphère. La Sphère, donc et ils ont fait, le cinéma sphérique la grosse qui a boule, ouvert il y a quelques années. Non? Les Québécois, si je vous dis la grosse boule Julep, ils vont savoir ce que c'est. Oui, c'est un restaurant qui offre des hot dogs. Ne commence pas à faire des blagues québécoises, parce qu'il y a aussi des Français qui nous écoutent. Oui, mais venez à Montréal, vous allez voir. Et cherchez l'orange Julep, vous allez comprendre. Julep, d'accord. Donc, on revient à Lenovo, à Las Vegas et la Sphère. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait un gros coup de communication parce qu'il n'y avait pas tant d'annonces à faire formidables là, qui auraient fait que tout le monde serait levé en applaudissant. Sauf que ils ont fait un coup de maître, et ça, je l'ai rarement vu à Las Vegas, c'est d'inviter les principaux patrons fabricants de microprocesseurs. Et ça dit l'importance l'importance que Lenovo a pris maintenant dans l'écosystème d'ordinateurs. Il faut dire que Lenovo, et ça, ils s'en vendent pas, et je trouve ça, c'est une erreur, c'est un des plus grands fabricants de super ordinateurs dans le monde. Minimalement, je pense qu'un tiers des super ordinateurs puissants, là, c'est Lenovo qui les a fait. Ouais. Je me demande même si on n'est pas rendu à la moitié, tellement qu'ils ont travaillé là-dessus. Mais pour te dire, là, il y avait le patron de NVIDIA qui était là, il y avait la patronne de AMD, et puis il y en avait d'autres qui étaient tous là. Ils étaient 4 à passer un après l'autre pour venir louanger Lenovo. Ouais. Alors juste ça a donné comme un oomph. Et Lenovo commence 2026. Ils ont beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Ouais, tout le monde en a parlé beaucoup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les PC, de l'IA dans les PC, ça existe, il y en a depuis longtemps, etc. Enfin, il y en a depuis quelques temps. Mais eux, ils veulent vraiment développer leur propre couche dans l'histoire. Mais tu me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Je lisais cette semaine qu'il y a le grand patron de Dell qui dit que, tu sais, les fameux PC où on retrouve de l'IA dedans, là, copilote, là, ça n'intéresse pas vraiment les clients. Non, et c'est le premier fabricant d'ordinateur qui sort ce commentaire-là. Non, mais Copilot, c'est presque un bid. Hein. Un jour ou l'autre, on va parler de Copilot comme d'un bid. Ça va être une fonctionnalité qui va être à l'intérieur, mais on ne le verra plus annoncé comme tel. Oui, puis est-ce que les gens s'en servent? Enfin, je veux dire, en plus, il est devenu tellement envahissant dans la suite Microsoft. Mais c'est ça que je te dis. Moi, j'ai l'impression que Copilot va aller prendre sa place tranquillou. Ouais. Un peu comme Bixby a pris sa place chez Samsung. Caché un peu. Ah oui, bien caché, Bixby. Hein. Ouais. Ça, il est super caché. Mais il est là. Mais Copilot, je trouve qu'il ne sait pas se faire désirer.
Non. Alors, il est trop dans tes figures. Voilà, exactement. Ouais. C'est comme une jolie fille. Il ne faut pas qu'elle vienne comme ça. Il faut se faire désirer un peu. Je te Qu'elle laisse se cache. avec tes propos. Voilà, tu me laisses avec mes propos. ou un beau mec. Oui, bon, OK. Voilà, c'est pareil. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Côté produit, ils ont montré des trucs rigolos, Lenovo. Le laptop avec l'écran qui se déroule, Ouais. qui s'élargit comme ça. Et Écran ça, c'est souple drôle parce que ça n'a pas fait sur les côtés. ton expression waouh, là. Non, ça aurait fait waouh il y a 10 ans. Mais... Ben oui, mais c'est ça. LG nous en a présenté un il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'était comme, vous déroulez un écran. Ben, c'est drôle parce que les autres l'ont fait avant vous. Voilà. Mais c'est dans un autre sens. Avant, c'était de haut en bas. Là. Voilà. On a l'air un peu... Ah, on a perdu un micro, Bruno. Est-ce que je suis toujours là? Est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est le tien? Je ne le sais pas. Je pense que c'est le tien. Ah, c'est dommage. Je vais voir, tu peux le... Ah non, c'est pas ça. C'est pas la bonne. Non? Non, je dis n'importe quoi, parce que je n'arrive pas à voir. Alors, pardon pour l'interruption, c'est l'appli DJI qui me parle. Ça n'a rien à voir avec le micro. Il faudra couper, Donc, mon on ami. reprend, oui. Il faudra couper. Donc, c'est ça, tu disais, on a l'air de... On a l'air de quoi? Ben, je sais pas. J'étais pendu à tes lèvres. Non, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, parce qu'on disait que Lenovo, ils avaient présenté l'écran, mais il y en avait d'autres qui l'avaient présenté auparavant. Oui, ça, on l'a dit. Ouais. Non, mais bon, voilà, je pense que... Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire à propos des PC, enfin, des nouveautés informatiques. On reste un peu sur notre faim. Beaucoup. Là encore, là-dessus. Intéressant. La voiture autonome, peut-être... Là, c'est le petit truc qui sort un peu, non? Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce Mais je te sens plus jovialiste sur l'auto autonome que moi dans cette édition. Alors, ça dépend de quoi on parle. Ouais. Est-ce que j'ai envie d'avoir des voitures autonomes dans ma ville? La réponse est oui. Ouais. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu peux en avoir? La réponse est non. La réponse est non, ça suffit. Merci d'enfoncer le clou, Bruno. Si on finira bien par l'avoir, mais pas tout de suite. Quand quand le monde entier sera équipé, on va commencer à s'y mettre. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu pas mal d'annonces. Zoox, la petite voiture autonome d'Amazon qui s'est promenée, il y en avait plein dans les rues de Las Vegas, et on a eu la chance de monter dedans. Et on vous propose un débrief en assez temps complet, réel, assez complet. 30 minutes de débrief là-dessus. 30 minutes en vidéo. Uber qui annonce un nouveau modèle de véhicule autonome pour concurrencer Waymo en Californie. Sony qui présente sa voiture, alors qui n'est pas présentée vraiment comme autonome. Sony toujours dans la voiture. Qui sera. Qui devrait l'être. Ford qui annonce qu'en 2028, ils auront leur voiture autonome niveau 3. Voilà. Et puis Nvidia qui parle de voiture autonome. Jensen Huang qui dit Nvidia aura sa voiture autonome. C'est quoi? C'est la Mercedes CLA. Je suis pas très fort en voiture. Voilà, qui sera équipée à la base du nouveau système de Nvidia qui s'appelle... Merde. Je voulais le retrouver parce que c'est... Mais en ce qui concerne NVIDIA, là, c'est une application de ce qu'on appelle l'IA physique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le patron de NVIDIA l'a présenté dans le cadre de cette section-là de sa présentation où il parlait. Le savoir-faire de l'IA physique, ça se retrouve dans la robotique, ça se retrouve dans les voitures autonomes. Comment tu le comprends, ce concept d'IA physique? C'est une IA qui est intégrée à des produits. Oui, alors, qu'il soit gros, qu'il soit petit. À la limite, un téléviseur qui va incorporer une IA. C'est de l'IA physique. Oui, parce que mais la nuance, c'est que l'IA, si elle fait que des opérations, c'est un peu n'importe quoi. Mais si l'IA arrive à comprendre du comportement et de l'utilisation d'un objet, l'exemple du téléviseur ou de la voiture, c'est là où on parle vraiment d'utilisation de l'IA de façon différente. Et c'est là où on peut parler de l'IA physique. Même chose pour la robotique. Un robot que tu vas un jour peut-être acheter chez toi, tu vas pouvoir lui apprendre des tâches qui sont importantes pour toi. Il va reconnaître les gens dans la maison. Il va apprendre qui fait quoi. À la limite, avec qui il peut parler, avec qui il devrait éviter le matin parce qu'ils ne sont pas vraiment des gens du matin. Ça va être de l'IA physique. Oui, moi, le robot, il n'a pas intérêt à me parler avant le café. Hein. Oh, je dirais même autour de 16 heures. Je pense que là, ça peut être intéressant. Mais bon.
C'est marrant quand même ces termes que nous inventent les constructeurs. Apple qui invente l'informatique spatiale, Nvidia qui invente l'IA physique. En fait, voilà, c'est juste des concepts pour coller à leur stratégie. On est dans le amusant. buzz. Ils espèrent que ça va prendre dans l'air du temps puis que ça va se faire. Bon, effectivement. Mais en plus, c'est pas gagné l'IA physique parce que l'IA d'aujourd'hui, justement, elle est pas physique, elle est pas capable d'apprendre comme un humain apprend en se confrontant à la réalité immédiate. Est-ce que c'est là que tu vas me parler de Yann Lecun? Non, alors j'en parlerai pas. Non, mais c'est exactement ça sur quoi il est en train de travailler. Oui, tout à fait. Ouais. Sur ce concept de world model, de bâtir des IA, mais c'est vrai qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Et on attend vraiment de voir comment ça va se concrétiser parce que c'est super intéressant. Aujourd'hui, les IA, elles sont entraînées avant. Et puis quand elles sont entraînées, allez hop, on les met en circulation, mais elles ne deviennent pas plus intelligentes. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Les gens qui utilisent ChatGPT pensent que ChatGPT apprend. Non, il a une petite mémoire sur nous, sur ce qu'on lui dit, qui se rapporte à nous. Notre façon de l'utiliser, notre façon de l'utiliser, mais il n'apprend rien du fonctionnement du monde. Non. Si ChatGPT était dans un robot et qui tombe dans l'escalier, il pourrait tomber 300 fois dans l'escalier, il n'aurait pas compris qu'un escalier, ça fait tomber. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que là, tu me permets de parler la nouvelle génération d'aspirateurs à qui on a installé des petites pattes. Bruno! Mais ça, c'est quelque chose de les voir aller. Mais ils ont encore de la difficulté. Parce que c'est une chose d'insérer des petits bras qui sont des petites pattes à un aspirateur pour les aider à essayer de grimper un escalier. Mais c'est pas parce que mécaniquement tu es capable de le faire que logiquement tu vas être capable de comprendre comment le faire. Tout à fait. C'est une nuance, c'est bête, là. Mais moi, je regardais des présentations qui étaient faites là en direct. C'est beau sur la vidéo là, qui nous présente ça. Mais je lui disais, mais êtes-vous capable de le faire? Ben là, une fois sur deux, ça marchait pas. Et voilà. Et c'est un peu... Alors, les aspirateurs robots, c'est le cas, parce que beaucoup d'aspirateurs robots étaient présentés cette année. Et puis, les robots tout court, les robots humanoïdes, beaucoup de robots humanoïdes aussi. Et c'est drôle, hein, parce que moi, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un spécialiste universitaire en robotique. Et il me disait, les humains, on a une fascination avec les robots humanoïdes parce qu'ils nous ressemblent. Ben oui. Mais les robots les plus efficaces, c'est pas des robots humanoïdes. Parce que c'est tellement complexe d'essayer de recréer quelque chose comme l'humain qu'on perd notre temps alors qu'il y a des petits robots, un bras, un pied. Exactement. Va faire beaucoup plus dans un contexte bien planifié. J'ai interviewé une start-up américaine qui s'appelle Starbot et qui développe un robot spécifiquement dédié à la restauration. Robot de service, restauration, hôtellerie, etc. Eh bien, il n'a pas de jambes. Ben non. Il a des roues. Oui. Alors, tout le haut du corps, il a des bras, il a vaguement une tête, etc. C'est humanoïde. Mais la base, c'est pas des jambes, parce que les jambes, c'est hyper compliqué. Et d'ailleurs, on voyait sur le CES, quelquefois, moi, je ne sais pas si tu les as croisés une fois ou deux, on a croisé des robots humanoïdes qui marchent. Tu as toujours un type derrière qui le tient, qui le surveille, qui le pilote en plus, parce qu'il ne marche pas tout seul. Ouais. Et donc, combien de fois j'en ai croisé qui étaient attachés à des racks? Ils étaient attachés à... Voilà, ils avaient des crochets sur les... et en fait, épuisés de leur journée. Bien sûr. Ouais. Et à un moment donné, je me souviens plus. J'en ai vu par terre aussi des robots. J'en ai entendu tomber aussi. Tomber, j'ai pas vu. Mais par terre, oui, parce qu'ils sont en train de se recharger. Et moi, ça me fait rire parce que ça me rappelle quelque chose que j'avais vu chez Amazon il y a quelques années où il y avait les humanoïdes qui travaillaient. Puis quand ils travaillaient pas, ils étaient par terre en train d'être rechargés. Oui. Et tu avais l'impression de te dire, mais ils essayent vraiment de refaire ce que les humains font. Alors, ils sont en train de dormir. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que j'ai ressenti exactement la même chose. Ouais. Voir un robot humanoïde autrement que debout, c'est très déstabilisant. On se demande ce qu'il fait, est-ce qu'il se repose, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est cassé. Puis alors, parfois, même, c'est dans des postures pas possibles. Quand il est plié en quatre, la patte tu vas dire, pauvre vieux, déplie-toi. Repose-toi correctement. Bon, tout ça pour dire que beaucoup de robots humanoïdes, mais très peu, et même je pense aucun, vraiment opérationnel. Oui, là, on était encore là. Je pense qu'on était dans la communication, dans un spectacle, dans un show, une démonstration, mais fonctionnel, là, j'ai rien vu de vraiment... Non. Il y a un constructeur automobile là, qui vient d'annoncer que, ça y est, les robots humanoïdes ils allaient mettre vraiment des robots humanoïdes dans leurs usines, mais en 2028, c'est dans 3 ans. Regarde. Donc, 2 ans. C'est dans 2 ans. Oui, on est déjà en 2026, Non, mais c'est pour te montrer qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Bon, ça va arriver, mais on n'y est pas encore. Est-ce que tu penses que ça sera le robot russe?
Oh, arrête avec ce pauvre robot russe, là. Le pauvre, on en a parlé. D'accord. Qu'il soit russe ou pas russe, moi j'avais de la peine pour lui, il a dû se faire mal. On parlait des... Alors, puisqu'on est à la maison, tu as vu des choses intéressantes en matière de maisons intelligentes? Ben, je sais que c'est un domaine qui te plaît. Moi, j'étais plus curieux. D'ailleurs, si vous regardez le montage que j'ai fait dans le reportage de Eureka Park, vous allez voir Jérôme qui est en train de visiter, tu le sais pas, là, mais vous allez voir Jérôme qui est en train de parler avec une représentante. Ah, tu m'as filmé à mon insu. Oui. J'espère que tu n'enverras pas tes avocats. Pas joli. Non, mais tu avais l'air vraiment du Jérôme qui travaille pour aller chercher l'information. Okay. Mais mis à part ça, et ça, c'est ton domaine, je te laisse en parler, le truc que je trouve le plus formidable et qui va régler bien des problèmes dans les foyers, c'est la grande innovation de Samsung qui maintenant permet au frigo de lui-même, c'est dans la série Family Hub, là, qui permet au frigo d'ouvrir et de fermer les portes. Ah, ça t'a beaucoup plu apparemment. Alors moi, ça vient de changer ma vie. Mais enfin, j'ai pas compris parce que le porte du frigo, elle se ferme toute seule. Ben, ça dépend du frigo que tu as. Mais l'idée là-dedans... Non, elle ne se ferme pas toujours toute seule. Non, c'est ça. Ben, ça dépend de l'inclinaison puis de la mécanique là-dessus. On va rentrer dans les trucs. Oui, alors pour installer votre frigo chez vous, alors voici nos conseils. Ça, c'est une prochaine chronique. Mais donc, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que c'est mécanique, mais on peut y répondre à la commande vocale de ouvre le frigo. Alors, si tu as les mains pleines, ben, c'est chouette. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, comme les coffres de voiture. Oui, ben exactement, quand tu passes le pied en dessous. Tu passes le pied dessous, là. Donc là, ça s'ouvre tout seul. Oui, mais là, c'est la commande vocale. OK. Ou sinon, tu peux juste toucher avec le coude et puis il va ouvrir. Ah ouais, c'est bien. Je ne l'ai pas vu. Mais le meilleur pour les familles qui ont des enfants, c'est ferme la porte. Ouais, c'est vrai. Parce que combien de fois, puis je sais, je l'ai raconté, puis tout le monde dit « Ah ouais, c'est vrai. Ouais. » Combien de fois tu as dit à quelqu'un dans la famille, idéalement, c'est les plus jeunes, mais les plus vieux, des fois, parce que on se fait prendre aussi, là. On ne fera pas d'argisme, mais c'est ferme la porte, ferme la porte. Alors là, il ferme tout seul la porte. Tu n'as plus besoin de demander à personne. Ah non, c'est bien. Bah, comme quoi, franchement, l'innovation qui nous fait le plus kiffer, c'est le truc le plus. Non, mais c'était comme basique. Tout à l'heure, quand on parlait de la télévision. Non, mais attends, ils dépensent des millions pour mettre de l'IA à tous les étages et nous, c'est vachement bien la porte qui se ferme toute seule. mais ça, c'est de la technologie qui utile. Est pratique. Utile, voilà. Mais oui, parce que moi, j'ai vu ces grandes mises en scène là où on te. Alors, je crois que c'était chez Samsung, ou non, pas Samsung, enfin bref. AI for Energy, AI for Climate, c'est-à-dire c'est l'IA qui gère tout dans la maison. OK, sur le principe, super, moi je suis d'accord à 100%, mais je demande à voir. Dans la pratique, on est très loin de tout ça, ne serait-ce que parce qu'il y a encore peu de ces appareils qui sont connectés, parmi ceux qui sont installés, etc. Donc, oui, puis il y a aussi l'idée de... Bon, la vision est intéressante. Ouais. L'approche aussi, et ça me semble que ça fait longtemps que je travaille là-dessus, LG aussi, c'est d'évaluer en temps réel le contenu des frigos et des réfrigérateurs. Mais arrête. Mais c'est pas vrai, ça fait 10 ans qu'on nous vend ça, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais marché. L'année passée, j'ai vu des modèles qui le faisaient vraiment, et en fonction du volume à l'intérieur, ils contrôlent donc le système de refroidissement, et donc envoie plus de froid ou moins de froid. Ah oui, ça c'est bien. Et à partir de là, il y a une demande d'énergie qui est moindre, une consommation qui est moindre. Alors ça, c'est intéressant. Là, on est rendu un petit peu ailleurs, mais ça reste que ouvre la porte, ferme la porte. Moi, c'est dans mon top 10. Bon, écoute, très bien, je respecte, parfait. Merci. Non, mais maison connectée? Non, je parle au producteur de la série, là. Oui, la grande série Maison Connectée. Allez vite vous abonner au podcast Maison Connectée. C'était la partie publicitaire. Si, j'ai vu des trucs intéressants, et notamment, il y a une nouvelle norme qui est en train... Pas une norme, faut faire la différence entre la norme et le standard. Là. Non, c'est pas Matter. Okay. Matter fait son bonhomme de chemin, mais c'est toujours poussif, c'est compliqué. Non, mais ça va venir, mais il y a des constructeurs et des fabricants qui jouent pas le jeu. Non, ils jouent leur système à eux. Ils jouent leur système à eux en priorité, donc voilà, c'est pas du jeu, j'ai envie de dire. Mais Matter, l'idée, c'est d'uniformiser toutes les communications. Et ben, on est en train de faire la même chose pour les serrures connectées. Ah bon? Oui. Alors, c'est complémentaire de Matter. C'est pas que ça remplace Matter, mais c'est un système parce que les serrures connectées, il y a plein de moyens d'ouvrir une serrure connectée. Avec le pouce, avec le smartphone, donc caméra, avec le Bluetooth, avec la caméra, avec etc., etc. Et donc, il y a un système qui s'appelle Arilo ou Aliro, je crois.
Je vais creuser le sujet avant le prochain épisode de Maison Connectée. Faites-moi confiance. Qui sera d'ailleurs sur les serrures connectés. Okay. Absolument. Ouais, parce que c'est un univers en soi. C'est pas pareil aux États-Unis et en Europe, par exemple. Et donc ça, c'est pas mal parce que ça permet d'uniformiser. Et puis il y a aussi des nouveaux systèmes de détection. Quand tu t'approches de ta serrure avec ton smartphone, il te détecte, il ouvre immédiatement la porte. Moi, j'ai ça chez moi personnellement. C'est très sympa. Mais ça marche en Bluetooth et le Bluetooth est trop généreux. Il a une portée trop grande en fait. Donc oui, il peut y avoir des cas de figure problématiques. Ben ouais, mais ça me fait penser à l'époque quand les constructeurs automobiles ont fait ça avec les portières de voiture. Ouais. Moi, je me souviens, la première Renault que j'ai louée en France, qui avait ça, je trouvais ça chouette. J'avais l'équivalent d'une petite carte bleue dans la poche de mon pantalon. Ouais. Je m'approchais de la bagnole, poup, la porte était déjà ouverte. Je dis, ouais, mais le jour où tu te fais attaquer et puis quelqu'un qui veut rentrer dans l'auto, qui te force. Mais ça et la maison, c'est la même chose. Là. Ça s'appelle l'attaque à la... Comment ça s'appelle? L'attaque à la souris ou je sais plus quoi. Mais si vous êtes... Ça, c'est un conseil qu'on peut donner. Si vous êtes dans un lieu public, un parking ou autre, n'utilisez pas le bip de votre serrure. Parce qu'effectivement, il y a des dispositifs en vente même sur AliExpress ou autre qui permettent de pirater ça. C'est-à-dire s'il y a un type caché derrière un pylône, il intercepte le signal, tac, et une fois que vous êtes parti, lui, il ouvre la voiture. Ouais, exactement. C'est la limite du jeu. Voilà. Bon, de la maison connectée aux lunettes connectées, on s'attendait à avoir beaucoup de lunettes connectées. Ouais. Il y en a eu quelques-unes. Ouais. Mais moins que je pensais. Moi aussi. Mais moi, je veux que tu me parles. Tu as été rencontrer les gens de Meta. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. C'est gentil de faire ma pub, Bruno. Oui, absolument. Ouais. Oui, je suis allé essayer les... Mais ça t'avantage pas nécessairement ces Elles sont un peu grosses. Elles sont un peu grosses. Ouais. Bon, c'est un style. Il y a des gens à qui ça va bien. Ouais. Mais pas toi. Bon, merci. Non, mais continue, pardon. Ben, bon, on est dans l'esthétique, mais est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui, je trouve que c'est pas mal fait. C'est les Ray-Ban Meta Display, donc avec l'écran qui s'affiche comme ça dans ton champ de vision. Dans la lentille, ouais. J'avais pas eu l'occasion de les essayer. Elles ont été dévoilées il y a pas longtemps par Mark Zuckerberg. Ce que j'ai trouvé très malin, c'est que... Alors, ce que j'ai trouvé bien, c'est que l'écran est de super bonne définition. Tu peux prendre des photos, des vidéos et tu vois tout de suite le résultat et c'est vraiment très bon. Et ce que j'ai trouvé très malin, c'est que l'écran, il n'est pas en fait, c'est logique, tu vas me dire, mais il n'est pas dans ton axe de vision, il est un peu décalé sur le côté. Ouais. C'est assez élégant, c'est bien fait. Et puis sinon, tu as un petit menu et puis tu navigues dans le menu avec le bracelet. Donc tu mets un bracelet, le neural, je sais pas quoi là, voilà, et qui détecte les impulsions quand tu fais des mouvements de doigts, en fait. Donc, et ça marche très bien, c'est très réactif. Et ils étaient là. Maintenant, cette semaine, ils ont fait le déploiement où sur Messenger et WhatsApp, tu vas pouvoir écrire. Exactement. Tu écris dans les airs et tu écris ton message. C'est ça qui a été annoncé, c'est ça qu'ils ont annoncé là à l'occasion du CES. Ouais. Effectivement, le système d'écriture comme ça. Et puis le téléprompteur. Oui. On n'aura plus jamais le genre de conversation qu'on a aujourd'hui. Hein. Ben non, parce que j'aurai le script qui s'affichera comme ça, puis je regarderai en l'air et puis je te répondrai en effet, Bruno, ce matin, effrayant, dans le... Parce qu'en regardant dans les airs, on va avoir l'impression que tu es en train de réfléchir alors que tu es en train de regarder ton texte. C'est malin. Hein? C'est fou, hein? Sauf que, et ça, c'est la mauvaise nouvelle, oubliez ça, si vous êtes en France, si vous êtes au Canada, ça n'arrive pas tout de suite. Ils ont décidé de suspendre la distribution internationale, donc uniquement aux US. Parce que la demande est trop forte aux États-Unis, ils n'arrivent pas à produire le nombre nécessaire. Ils n'en ont pas assez. Alors, c'est nous qui allons partir, mais bon. Moi, je peux attendre encore un peu. Oui, puis le modèle qui sortira, probablement que ça sera la 3e génération, ça sera probablement encore mieux. Tout à fait. Avec un cadre peut-être encore plus agréable. On est d'accord. Bruno, bon, est-ce qu'on a le temps de dire un mot un peu de tout ce qui est e-santé et compagnie? Écoute, rendu à l'heure qu'il est, je pense que oui. Ouais, là, de toute façon, tout le monde est couché. Ouais. Je vous remercie si vous êtes encore à l'écoute. Bon, non, il y avait des choses pas mal quand même en e-santé. Et puis même, au-delà de la e-santé, le mot-clé, c'était longévité. Oui, et ça, j'étais content de te voir en parler parce que moi, au début du CES, je parlais de ça. C'était comme... Et Bruno, quand il est content, il tape sur le canapé comme ça. Ouais, donc ça nous a fait des bruits. Content. Donc j'espère qu'on pourra enlever les bruits au montage. Bon, mais au moins c'est visuel. Si vous nous regardez, vous allez voir. Bon. Mais oui, parce que la longévité, c'est un des 3 grands piliers du CES cette année. Et quand on parle de longévité, la définition ou la démarche là-dedans est claire, c'est qu'on veut
proposer des produits qui vont nous permettre d'avoir plus d'informations sur les données personnelles que nous créons nous-mêmes et donc pouvoir les analyser pour avoir beaucoup plus d'informations que « Ah, tu as l'air fatigué » ou « Tu as l'air bien », mais d'avoir des données en temps réel. Il y a déjà des produits qui existent pour nous les donner. Il y en a beaucoup depuis longtemps et tout, mais ça s'améliore tout le temps. C'est ça. Là, c'est de les analyser, de les mettre en contexte. Et la plus grosse nouvelle qui vient pas du CES, mais qui ferme le cercle, c'est ChatGPT qui annonce l'arrivée, je me suis d'ailleurs inscrit, de ChatGPT Santé. Ça y est, tu t'es inscrit? Oui, je suis inscrit, je t'en parle. Alors, vas-y, explique-nous, ça va consister en quoi? Écoute, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont faire l'agrégation de toute l'information que tu possèdes ou que tes objets connectés possèdent sur toi. Donc, tes données personnelles. Et ils vont, si tu veux, évidemment, c'est un opinion, donc analyser et créer des fiches que tu pourras suivre au quotidien sur ton état. Puis là, vous allez dire, mais mon Dieu, je ne donnerai jamais cette information-là. Mais l'idée là-dedans, c'est... J'étais prêt à sortir la question. Évidemment. Je te voyais. Non, mais la question est super légitime. Après, chacun a son avis là-dessus. Déjà qu'on donne beaucoup d'informations. Mais là, l'idée, c'est que ça va être une section à part. D'ailleurs, c'est ChatGPT Santé. C'est l'onglet Santé. Et donc, l'information va être là. Elle va être isolée. Elle ne servira pas officiellement à l'apprentissage machine et au développement de l'offre de ChatGPT, sauf qu'on s'entend que derrière, ils vont avoir une idée globale de la santé des utilisateurs. Mais en tout temps, les utilisateurs pourront enlever cette information-là de la disponibilité de l'outil. Alors, il faut dire aux gens qui nous écoutent et qui peut-être, comme on vient de l'évoquer, ont la réaction de dire « mais non, mais jamais de la vie et tout », il faut savoir pourquoi on fait ça et le bénéfice est potentiellement incroyable, énorme. Et alors, moi, j'ai pas vu la conférence, mais on m'a raconté, une personne que j'ai interviewée, qui est un grand fan de ça, Arnaud Auger, il me dit c'est à la conférence d'AMD, un représentant d'OpenAI expliquait que Fujisimo, qui est la française qui vient de prendre la tête des produits chez OpenAI, eh bien, a évité un gros problème médical grâce à ça, parce que elle était aux urgences à l'hôpital. On s'apprêtait à lui faire un traitement. Et elle a dit, attendez, je vais d'abord demander à ChatGPT parce qu'il sait tout de mon dossier médical. Et ChatGPT a sorti le fait que, comme elle avait déjà telle et telle pathologie, il fallait surtout pas faire ce traitement. Et les médecins ont dit, oui, mais en effet, c'est sûr, on savait pas, etc. Tu te rends compte un peu le truc? Donc voilà, le bénéfice, il est là. Et il est incroyable. Et c'est ce que je disais à Arnaud Auger, donc c'est une interview à écouter sur Monde Numérique. Je lui dis, oui, mais problème des données personnelles, etc. Il me dit, je sais, mais il me dit, mais entre vie privée et vie tout court, il faut choisir. Et là, c'est vraiment un choix qui, en 2025, là, on a commencé à y toucher sérieusement, mais en 2026, il y a des choix personnels. Je te donnerai, moi, l'exemple, ça n'a rien à voir avec la santé, mais avec mon téléphone, le Pixel, moi, j'ai fait le choix de sauter dans le monde Pixel et j'ai donné tous les accès. Mais ce qui fait que maintenant, j'ai un assistant personnel qui est vraiment efficace, comme si j'avais un vrai humain à côté de moi. Moi, j'ai honte, mais j'ai fait pareil avec ChatGPT, avec Gemini. J'ai donné accès, il a accès à tous mes mails. Mais là, c'est... Et voilà, mais ça, si tu veux... Mais nous, on est dans un état schizophrénique en France. Oui, on s'entend. Mais c'est pas... Ça se comprend, je veux dire. On essaye de se détacher des GAFAM au moment où on a le plus besoin d'eux. C'est affreux, hein? C'est horrible. C'est une situation horrible. Ils sont en train de nous apporter des trucs fantastiques encore, toujours et encore. Et c'est le moment où nous, on est là à dire « Non, mais c'est plus possible, on arrête de jouer, etc. » On est coincé, comment on appelle ça? Une dissonance cognitive. Exactement, c'est très complexe. Très problématique. Alors, ou vous faites le saut ou vous ne le faites pas. Les avantages de faire le saut, ils sont vraiment impressionnants. Non, mais je vais te dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire la même chose à notre échelle, qui sera moins bien, parce qu'on ne va pas rattraper comme des années de recherche et développement, des milliards de dollars investis, etc. Mais on va essayer de les faire proprement. C'est avec un cloud sécurisé, le Secnum Cloud pour les données de santé, avec des modèles qui seront enregistrés localement, les données ne fuiteront pas, etc. Sauf que ce sera moins bon, les résultats seront moins bons, sauf qu'on se fera pirater parce qu'on sera moins bon en cybersécurité aussi. Voilà. Mais c'est ça, ou alors on devient une colonie numérique des États-Unis. Donc il faut choisir, quoi. Il faut choisir. À vous de choisir, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. C'est vraiment pas simple. J'ai bien aimé l'expression que tu viens d'employer. Tu dis 2026 va être l'heure des choix personnels.
Et je trouve que c'est la phrase clé peut-être de tout ça. Puis je te remercie de le reprendre parce que j'ai l'impression que avec ce que j'ai vu, moi, au CES, c'est peut-être pour ça que je le vois plus positivement que toi. J'ai vu tellement d'offres mises sur la table, mais qui demandent une démarche personnelle par rapport à la technologie. Ouais. Tu sais, avoir un téléphone, c'est beau. Et tu peux recevoir des coups de fil, tu peux envoyer des textos. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, si je veux utiliser le plein potentiel de cet appareil-là, j'ai un choix. Il y a une partie de ma liberté, de ma vie privée que je dois céder pour une utilisation d'un tiers là, qui va faire de l'argent puis qui va en savoir plus sur moi. Mais c'est un choix qu'il fasse de l'argent. Alors après, pour des questions idéologiques, on peut dire c'est pas bien. Je pense que c'est pas le problème. Mais c'est une business, là. C'est le business. Et puis, ils font de l'argent et ça nous revient d'une certaine manière. Voilà. Mais donc, c'est ça. Alors, il y a ce choix-là qui va vous être mis très sérieusement sur la carte. Ouais. Et vous aurez à le faire. Ouais, c'est des questions hyper importantes. Hein, et c'est impossible d'avoir un avis tranché, enfin, de dire non, mais de toute façon, on jette tout ça à la poubelle et je me drape dans ma... D'un côté comme de l'autre, évidemment, il y a des risques, puis il y a des opportunités, puis il y a des avantages, mais... Bruno, je te propose qu'on termine juste par un mot vite fait. Peut-être, je ne sais pas si tu as en tête une innovation insolite. Moi, j'en ai une. Un mot? Non. Non, un mot, non. Non, un mot, non. Mais toi, ça serait quoi ton mot? Non, ce sera plus qu'un mot, en réalité. Et c'est pas très loin du sujet qu'on vient d'évoquer, de la vie privée, etc. C'est l'innovation la plus what the fuck que j'ai vue. C'est quoi? Il faut toujours une innovation what the fuck. C'est une société chinoise qui propose un cadre photo. C'est immortel, les cadres photos. Ça ressort toujours d'une manière ou d'une autre. Il y avait des petits qu'on plaçait avec une clé USB qui roulait les photos. Attention, celui-là, le cadre photo, il est énorme parce que tu mets une photo fixe, par exemple, d'une personne, d'un ancêtre ou mon arrière-grand-père, voilà, une personne décédée, etc. Il va en faire une vidéo animée comme on voit sur les réseaux sociaux, tu sais, donc ça exprime des choses. Mais c'est pas tout. C'est qu'avec l'intelligence artificielle, ça devient communicant et tu peux dialoguer avec ton ancêtre. Et donc tu passes devant le matin, tu lui dis bonjour grand-père, comment vas-tu? Ce matin il fait beau, écoute, voilà, je vais aller faire ça, j'ai rendez-vous, je vais chercher les enfants. Est-ce que tu avais déjà fait ça, toi? mais c'est ça ou c'est... Est-ce que tu avais déjà fait ça? Je trouve ça pernicieux parce que... Je sais pas quoi faire, j'ai une Peugeot, une Renault. Qu'est-ce que tu avais toi à l'époque? Qu'est-ce que tu avais toi à l'époque? Non, et il te répond. Mais c'est ça, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est pas un problème parce que je sais que c'est virtuel, mais c'est qu'à un moment donné, les gens vont entamer une discussion avec ça. Et c'est basé sur quoi, les réponses de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère? Alors ça, c'est une question. Sur quoi c'est basé? Effectivement, parce qu'ils n'avaient pas Facebook. Non. Donc, pas possible de remonter leur historique Facebook ou autre. Mais c'est pas grave. Tu peux... Oui, mais tu peux... Après, je sais pas jusqu'où va le degré de personnalisation du truc. Parce qu'en fait, moi, je l'ai testé, ce système-là, mais pas sur un grand-père, mais c'était sur la Joconde. Bon, donc, déjà... mais c'est sympa, tu discutes avec la Joconde. Sur elle. C'est des trucs. Bon, c'était en anglais, j'entendais rien. Elle habite toujours à Paris? Elle habite toujours à Paris. Enfin, là, c'était à Las Vegas. Mais c'est rigolo, tu discutes. Alors, bon, voilà, il y a l'application pour la maison, ce côté peut-être un peu étrange de discuter avec des personnes décédées. Mais sinon, pour des œuvres d'art, tu peux mettre ça dans des musées et interpeller l'œuvre. Et voilà, tu mets ça dans la salle où il y a la vraie Joconde et tu mets ça à l'entrée et elle va te discuter avec j'ai l'impression que quelqu'un va voler ça au Louvre. Non, c'est pas ça qu'on voit au Louvre. Bon, voilà, ça c'est rigolo. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose d'insolite qui t'a marqué? Écoute, oui, mais c'est tout à fait professionnel. Vas-y. Attends, moi je vais te mettre sur la piste. Tu m'avais parlé d'un truc, l'assistant de Razer, non? Oui, ça peut être intéressant, mais ça en dit beaucoup sur où on s'en va comme société. C'est une colonne, imaginez une colonne de verre qui a un tube de verre. Qui est environ... Mais c'est un objet à poser sur la table, quoi, en fait. Oui, exactement. Environ de la taille entre ton micro et ce téléphone-là. Donc, environ ça fait 25 cm. Et à l'intérieur, il y a l'avatar de votre choix. Alors, vous avez des choix de féminin ou masculin, dépendamment de ce qui vous intéresse. En hologramme. Et donc, il est là. Alors, plutôt que d'interpeller ChatGPT ou autre en mode vocal sur ton téléphone, là, tu as carrément un avatar qui devient ton IA à toi.
que tu vas pouvoir brancher sur différents inputs, là, entrées d'IA. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les gens vont développer un genre de relation affective avec l'avatar en question. Et c'est la première fois qu'on va vraiment voir sur le coin de ton bureau. Ton petit génie. Tu sais, c'est Peter Pan. C'était Peter Pan qui se mettait sur l'épaule c'est ça, je crois. Tinkerbell, qui était avec Peter Pan. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, moi, ça me faisait penser à l'époque, je ne sais pas si vous aviez ça en France, Genie. C'était comme la génie qui apparaissait dans un... En fait, ça revient régulièrement, ce truc-là. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est un peu Razer, c'est une boîte de jeux vidéo. Ah oui. Et les personnages, ils ont des looks. Alors moi, j'ai pas du tout la ref, mais c'est, tu sais, c'est ce type de personnage qu'adore Elon Musk. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il est entraîné sur Grok, le truc. Il fonctionne avec Grok, donc il faut s'attendre à tout. Hein. Ouais. Mais d'autres aussi. Et c'est très caricatural, quoi. Pour les hommes, c'est l'espèce de petite pépé en mini-jupe, comme ce qu'adore Elon Musk. Muscle. Et pour une femme, c'est un monsieur muscle avec une grosse voix mais et tout. Mais t'as aussi un petit bonhomme qui dit, qui a l'air vraiment d'un personnage sorti d'un manga et qui fait comme... en disant, on ne peut pas parler. Mais ça, j'avoue que je trouve ça... Je ne suis pas sûr si je mettrais ça dans le « what the fuck », mais ça dit beaucoup vers où on s'en va, parce que ça, c'est un succès assuré. Hein. Ah oui, Razer, là, ils sont les premiers à sortir ça, et j'ai l'impression que ça va se vendre comme des petits pains chauds, et je serai probablement le premier à en acheter. Je te vois bien avec ta petite fée en mini-jupe. Écoute, voilà. On a essayé de passer en revue d'où ce format exceptionnel pour ce débrief, le premier de l'année 2026. Ça valait la peine de se voir, finalement. Ça valait la peine qu'on se voit. Mon cher Bruno, j'étais ravi de passer ce CES à nouveau avec toi. Ouais. C'est l'une des occasions au cours de l'année où on arrive à se rencontrer de manière physique. Et sinon, on se retrouve... À Vivatech. À Vivatech, d'accord, mais chaque semaine en visio et en audio, surtout dans nos podcasts respectifs. Exactement. Puis, moi, je tiens à vous remercier parce que D'ailleurs, j'ai essayé de compter, ça fait combien de temps qu'on le fait. Et puis pour la nostalgie, je vais vous raconter ça, mais ça fait 30 ans qu'on se connaît, nous. C'est pas vrai? Ben oui, 1996. C'est impossible, moi j'ai pas 30 ans. Ben non, je le sais. Mais moi, je t'ai connu, tu étais un embryon. Ah ouais. 30 ans? Oui, 30 ans. Wow. Qu'on se connaît et qu'on se partage des trucs sur la tech. Mais donc, depuis quoi? On entame la 3e saison, là? Pour le débrief Transat, c'est ça, je crois. Avec la nouvelle année qui commence. Et puis, on voit l'intérêt, puis merci, puis n'hésitez pas à le dire. Merci. Mais les courriels qu'on reçoit, quand je rencontre des gens qui disent comment vous aimez ce duo-là, cette vision-là qu'on n'a vraiment pas en commun. Sur certains trucs, on se rejoint, mais aussi sur d'autres trucs, c'est culturel, et puis c'est peut-être même sociopolitique, et on n'arrive pas du même endroit. Mais ce qui fait qu'on en a, en tout cas, moi, j'ai un énorme plaisir à le faire avec toi. Puis je vois que vous avez ce plaisir-là. Ouais. Absolument. Voilà. Donc rendez-vous à Vivatech, rendez-vous au prochain CES, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour l'actualité la suite de l'actualité, en guillemets, normale. Et puis, je te souhaite un bon retour dans tes terres quand tu réussiras à partir de Las Vegas. Pareillement. Salut Bruno, salut à tous. Merci de nous écouter. Bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. Voilà pour ce débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, débrief que vous ne retrouverez donc pas en épisode séparé puisqu'en fait tout est là. Mais comme je sais que vous en voulez encore, vous voulez encore comprendre, vous immerger dans cet événement que vous avez vécu à distance, eh bien je vous propose d'écouter mon entretien avec Julien Villeray d'EDF que l'on retrouve comme tous les mois dans le cadre du partenariat entre Monde Numérique et EDF pour aller plus loin encore sur certains aspects du CES 2026. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, et on se retrouve, j'ai envie de dire, comme d'habitude, traditionnellement, on était là déjà il y a 1 an, pour avoir votre regard sur ce CES 2026. En quelques mots, comment vous résumeriez cette édition ? En un mot, itérative. C'est-à-dire que c'est un peu tout ce qu'on avait vu l'année dernière, en un peu mieux, mais honnêtement, rien de disruptif, rien de vraiment nouveau. On est plutôt sur une continuité finalement des tendances de l'année dernière. C'est assez régulier au CES. En général, il y en a un qui vraiment met un coup très fort sur l'IA, par exemple. C'était le cas l'année dernière. Et puis après, le suivant ou les 2 suivants sont un peu plus mous. Celui-là est un peu plus mou. Voilà, effectivement, c'est un constat que je partage aussi et que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans Monde Numérique.
Malgré tout, on va pas bouder notre plaisir, il y a quand même des choses à voir. Il y a plein de choses à voir, bien sûr. Allez, on va picorer. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors, un de mes sujets de favoris, de prédilection, c'est les voitures autonomes, parce que je suis toujours très agacé par le fait qu'en France, en Europe, on ne permette pas le développement de la voiture autonome, alors qu'elle fonctionne très très bien aujourd'hui dans plein de pays dans le monde, aux États-Unis, en Chine, etc. Ça arrive au UK bientôt. Et là, une annonce de Nvidia que j'ai trouvée réjouissante, qui est qu'ils ont lancé une nouvelle plateforme de type open source pour faire des voitures autonomes, et que Mercedes, donc un constructeur européen, a signé avec Nvidia et va lancer en 2026 sa première voiture avec une conduite autonome de type 2+, comme on dit, sur les routes américaines. Pourquoi les routes américaines ? Parce qu'en Europe, la réglementation ne le permet pas. Pour l'instant, on espère. Et donc, je trouve ça assez réjouissant, puisqu'on a un marché des robotaxis qui se développe à une vitesse énorme. Encore une fois en Chine, aux États-Unis, hélas pas en Europe. On a maintenant des voitures autonomes pour les particuliers qui commencent à arriver grâce à ce type de plateforme. Enfin, on y est quoi. Il y a 10 ans, on se disait ça va venir. Aujourd'hui, ça marche. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont montés dans ce type de voiture peuvent en témoigner. Juste, ça marche. Alors, ça marche à condition d'être toujours sur des terrains connus. C'est-à-dire qu'il faut que les voitures aient sillonné la ville pendant des mois et des mois pour faire de la cartographie, pour appréhender tous les risques et toutes les contraintes. Et alors, c'est la grande force justement de la plateforme d'Nvidia. En tout cas, on va le voir à l'usage. C'est qu'eux, ils disent, moi, ma plateforme, j'ai pas besoin de l'entraîner sur la route précise, le quartier précis, la zone précise que va emprunter la voiture, parce que mon IA, qui est multimodale évidemment, elle va réagir comme un être humain. Donc c'est pas un arbre de décision, c'est vraiment, elle va réfléchir de façon autonome comme un être humain et donc virtuellement fonctionner dans n'importe quelle circonstance. On verra sur le terrain la réalité, mais enfin la réalité c'est 2026 a priori, donc ça va vite vu. Oui, c'est le concept d'IA physique défendu par Jensen Huang. Exactement, donc on va voir si ce modèle est vraiment plus performant que les autres, mais je trouve ça assez réjouissant de voir à quelle vitesse maintenant enfin ça arrive. On dit toujours dans l'innovation, on surestime la rapidité avec laquelle ça va arriver et on sous-estime l'impact à long terme. Là on était vraiment là-dessus. Il y a 10 ans on disait la voiture autonome c'est pour dans 5 ans, c'était pas vrai. Par contre là maintenant, 10 ans plus tard, on voit que c'est en train de s'implanter partout et c'est très sympathique. Ouais, c'est déjà une réalité avec Waymo, avec Zoox, etc. Alors, autre sujet qui a retenu votre attention, parce que bon, voilà, c'est ça, en tant que directeur de l'innovation, vous, votre boulot, c'est de picorer, de flairer les tendances, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Exactement. Hier se tenait la keynote de Lenovo. Lenovo qui est le premier fabricant mondial de PC, mais qui est aussi, avec Motorola, un des premiers fabricants mondiaux de téléphones, surtout aux États-Unis. Le Motorola Razr, c'est le premier téléphone vendu aux États-Unis, donc c'est une marque chinoise absolument colossale et qui fournit d'ailleurs les PC de beaucoup d'entreprises, qui vend dans la grande distribution énormément de PC. Bref, c'est le plus gros. Et Lenovo, qui d'habitude avait plutôt cette réputation, on va dire, de pousseur de boîte, sans vouloir être trop désagréable, mais pousseur en gros, de boîte. Faire des ordinateurs les moins chers possibles, dans les plus gros volumes possibles, et qu'elle va pouvoir vendre le plus largement possible, au plus large public possible. Donc voilà, c'est vendre un maximum de PC, de nombre de cartons de PC. Et là, a fait une énorme keynote à la sphère, très impressionnante, grosse production, voilà, toujours quelque chose d'assez frappant pour dire, je me lance dans l'intelligence artificielle, mais je me lance dans l'intelligence artificielle qui va fonctionner sur les équipements Lenovo. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais un Lenovo, puis dessus, j'avais Microsoft Windows ou j'avais Android. Et donc, finalement, Lenovo, ils faisaient que l'appareil. Et là, ils disent, moi, je vais faire l'appareil, mais en plus, je vais faire la couche de service. Et donc, un peu comme ce qu'on attend et qui ne vient pas de la part d'Apple, qui dit, je vais faire un super Siri personnalisé, qui va connaître les documents, les contacts, les messages, le contexte de la vie de l'utilisateur pour être intelligent dans ses réponses. Lenovo dit, moi, je fais ça. Ça s'appelle Qira. Ça va ne fonctionner que sur les ordinateurs Lenovo, les tablettes Lenovo et les téléphones Motorola, et ça va justement prendre en compte le contexte, tout ce qu'on voit finalement et ce qu'on a sur son ordinateur. On va voir si ça marche, parce que évidemment les annonces c'est toujours facile, mais la réalité c'est plus compliqué. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois qu'un énorme constructeur de hardware se dit je vais remonter la chaîne de valeur et je vais essayer finalement de verrouiller les gens dans mon système grâce à cette couche d'intelligence IA et pas la déléguer à Microsoft, OpenAI, Google, que sais-je. Bref, la stratégie d'Apple. Donc on va voir si Lenovo arrive à devenir le Apple du PC. Ils essayent quand même, y compris sur le design, puisqu'ils ont annoncé des téléphones avec Swarovski, des PC très haut de gamme, très luxueux, très jolis, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie qui va marcher, mais c'est intéressant de les voir aller vers là. Et on va voir s'ils arrivent à faire ce qu'Apple n'arrive pas à faire, c'est ça ? Exactement. Bon. Ok.
Votre domaine, c'est l'énergie. Oui. Rien d'intéressant. Très décevant. Très décevant ce CES sur l'énergie. Il y a évidemment de ci, de là, quelques petites innovations, mais qui sont là aussi très itératives. Hein. La batterie qui fonctionne un petit peu mieux, ou qui est un peu plus jolie, ou qui voilà. Mais on sent bien que le monde de l'énergie et le monde en particulier de l'écologie, de la décarbonation, n'est pas du tout dans les préoccupations cette année des exposants du CES, contrairement aux années précédentes où c'était beaucoup plus présent. Peut-être quand même parler d'une start-up qui a un produit que je trouve assez sympathique, même s'il est un petit peu anecdotique, ça s'appelle GeoWind. C'est une éolienne personnelle qu'on peut mettre sur sa terrasse, sur son balcon, dans son jardin ou sur un toit, qui est une éolienne verticale, c'est-à-dire que c'est une éolienne qui ressemble à une grosse boule avec des voiles et qui tourne finalement avec le vent, mais pas forcément le vent qui arrive comme ça en horizontal, mais aussi avec un vent qui arrive au niveau vertical. Donc bref, ça produit plus d'énergie qu'une éolienne classique, mais c'est un petit objet qui est plutôt personnel. Hein. C'est pas quelque chose qu'on installe évidemment dans un champ et qui fait des dizaines de mètres de haut. Donc voilà, petite mention pour cette société qui fait, elle en tout cas essaye de continuer à innover dans ce domaine-là, mais on ne peut pas dire qu'au CES cette année ce soit vraiment le sujet majeur de la plupart des exposants. Et pour finir, je crois que vous avez un petit coup de cœur pour c'est votre cœur d'enfant qui a battu devant un jouet Lego, c'est ça ? Mais oui, la Smart Brick de Lego. Lego a annoncé hier une Smart Brick. C'est quoi une Smart Brick ? C'est une brique Lego de 2 par 1, traditionnelle, qui ressemble vraiment à une brique comme toutes les briques Lego, sauf que c'est pas que du plastique. À l'intérieur, il y a un microprocesseur, il y a un émetteur Bluetooth, il y a une batterie, il y a un MEMS, donc un accéléromètre. Bref, il y a tout un tas de technologies qui permettent à cette brique de devenir intelligente et de rendre le jouet Lego intelligent. Et c'est absolument bluffant de le voir à l'usage parce que ça sert à quoi ? Par exemple, et ils vont lancer 3 kits Lego Star Wars là dans les mois qui viennent avec cette brique à l'intérieur. Ça permet par exemple quand on a un vaisseau Star Wars et une base Star Wars, quand le vaisseau arrive, il se fait attaquer en fait, donc avec les bruits de faisceaux laser, etc. dans la direction dans laquelle il arrive, puisque les briques sont mèches, c'est-à-dire elles communiquent entre elles et donc elles savent se repérer dans l'espace. Et quand on prend son petit personnage de Dark Vador et qu'on le met dans son trône, sur son trône, et il commence à discuter avec l'entourage et les autres petits personnages qui sont autour, parce qu'il y a des tags NFC dans les personnages. Bref, on peut voir les démos sur Internet et sur YouTube. C'est super intéressant et surtout stratégiquement, je trouve ça assez culotté de la part de Lego parce qu'ils vont vraiment dans le hardware. D'habitude, quand on dit qu'on fait des jouets smart, c'est une appli mobile qui fait un peu de réalité augmentée autour. Ça reste quand même, pas très sexy. Là, eux, ils ont vraiment lancé un nouveau hardware, complètement nouveau, à un prix très raisonnable, puisque ça va augmenter très légèrement le prix des kits, mais ils parlaient là des premiers kits qui vont être autour de 70 €. Donc pour du Lego, parce que le Lego est cher, c'est pas une différence de prix majeure par rapport au Lego habituel à 60 €. Et voilà, je trouve que ça change un peu la donne et c'est quand même quelque chose qui va toucher tout le monde parce que tous les enfants du monde jouent au Lego, mais les adultes aussi. Il faut savoir que 30% des ventes de Lego, c'est auprès des adultes. Ce qu'on appelle les kidultes. Le marché des kidultes, c'est-à-dire des kids adultes, c'est les gens de 30, 40, 50 ans qui se payent avec l'argent qu'ils ont, évidemment plus à 30, 40, 50 ans quand ils étaient enfants, les jouets dont ils auraient rêvé quand ils étaient enfants. Donc, quand Lego vend des énormes kits à parfois 500 €, 600 €, 700 €, c'est évidemment pas les enfants qui les reçoivent pour leur anniversaire, c'est les adultes qui se les offrent. Et donc je pense qu'aussi avec cet outil Smart Brick, ils vont pouvoir séduire de nouveaux adultes fans de tech. Et ben voilà, c'est ça aussi le CES, le Lego qui devient smart. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Merci Jérôme. Voilà pour cet épisode spécial de l'hebdo 100% CES de Las Vegas. On ne pouvait pas faire moins. Du coup, pas de débrief transatlantique en épisode séparé cette semaine et pas non plus d'hebdo version longue puisque tout est là pour tout le monde. Et puis, je le rappelle, donc retrouvez les autres épisodes consacrés au CES, notamment notre balade en voiture autonome Zoox, Las Vegas by Night, en voiture sans chauffeur à bord. C'est une première, en tout cas à Las Vegas. C'est encore avec Bruno. Vous avez compris qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, donc on vous raconte en temps réel cette promenade pilotée par un robot, en fait, dans les rues de Las Vegas. Et puis rendez-vous également la semaine prochaine pour d'autres interviews. On ira sur encore d'autres sujets assez intéressants. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech, bien sûr. Salut!